Bonjour à tous. Je retrouverai Madame Bokova lundi prochain puisque nous allons lancer ensemble la conférence. Le 8 juin est la journée mondiale de l'océan et donc on aura une journée à l'UNESCO dédiée justement à ces questions d'océan. Et cette année, évidemment, pour un océanographe, on va beaucoup parler d'océan, de biodiversité et de changement climatique. Alors quand on m'a demandé d'intervenir ici, c'est une bonne idée, je suis un farouche amoureux de l'Amérique latine, j'ai dû y aller pratiquement 60 fois, mon papa est né au Brésil, il est resté 18 ans au Brésil, et je connais essentiellement, j'ai passé plusieurs années au Chili, travaillé au Pérou, je connais un peu moins l'isthme américain, il faudra que j'aille un petit peu dans l'isthme américain dans le futur. Alors, quand on m'a dit intervenir pour quelque chose de global, entre l'Europe et l'Amérique latine, dérèglement climatique, biodiversité, le défi était un petit peu fort. Bon, vous allez voir, j'ai situé mon intervention sur ces questions globales, que tous nous ressentons aujourd'hui. Et comme je dis souvent à mes amis physiciens purs qui travaillent sur les dérèglements climatiques, après tout, ce dérèglement climatique ne nous intéresse absolument pas s'il n'y a pas la vie sur la Terre, et dans cette vie, les humains, qui sont les premiers à reconnaître ce dérèglement. Tout à l'heure, Madame parlait justement des effets, et c'est vrai que le vivant est là pour révéler ce dérèglement climatique. Tout à l'heure, je vous parlerai des expériences qu'on fait avec les sciences participatives en Europe de l'Ouest, où on a démontré sur un travail récent, publié dans Nature Climate Change, qui s'appelle la dette qu'accumulent les êtres vivants. On a pris deux modèles emblématiques, les oiseaux et les papillons. Et grâce à 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation, nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord en 18 ans et nos papillons 114. Et ça, on ne leur a pas dit que le climat a changé à nos chers oiseaux et chers papillons. Ils savent que c'est là. Nous, Français, vous savez qu'on adore la viticulture. Hein. Nos vendanges en France, aujourd'hui, elles ont facilement un mois d'avance par rapport à ce qu'on faisait il y a une quarantaine d'années. Donc, je vais vous passer quelques images là-dessus. Passer avec ça. Alors, j'ai démarré sur un peu de castellano. Je pourrais faire la conférence soit en anglais, soit en castellano. Donc, je vais la faire en français, puisqu'il y a une traduction. Et c'est vrai que j'ai un retour ici, d'ailleurs, c'est bien. Alors, quand on parle de changement climatique et de biodiversité, je vais vous définir un peu cette biodiversité et vous montrer pourquoi elle est essentielle dans les révélations des impacts du dérèglement ou du changement climatique. Évitons le mot réchauffement. Ce n'est pas un réchauffement partout. En ce moment, il y a une partie de l'Antarctique qui fond et une partie qui se refroidit. Il y a des régions du monde qui ne vont pas correspondre à des réchauffements. Il y a vraiment des règlements, bon, on dit souvent, mais il faut croire que le climat a été réglé auparavant. Je préfère parler de changement. On a un changement global aujourd'hui. Et dans ce changement global, on a un changement climatique qui s'accélère. Et comme je dis souvent à mes étudiants, ce n'est pas les valeurs absolues de l'acidité de l'océan, de la température de l'océan, la température de l'air ou de l'eau qui nous préoccupent. C'est la vitesse du changement. Le vivant adore que ça change. Si la Terre n'avait jamais changé, on aurait une espèce dans l'océan, une espèce sur les continents, ça serait assez finalement. Hein. Le vivant réagit au changement par la diversification, par l'invention de nouvelles espèces en permanence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît sur la Terre? Un peu plus de 2 millions d'espèces. Je préside un des 3 plus grands musées de la planète, à Paris. Nous avons dans nos musées mondiaux un peu plus de 2 millions d'espèces connues, décrites, déposées. Quand je parle d'espèces, je mets tout. Hein. Bien sûr, les bactéries. La biodiversité, c'est d'abord une affaire de bactéries. Un corps humain, le mien ou vous, hein, je ne suis pas un extraterrestre, c'est au moins 10 fois plus de bactéries sur la peau et dans son tube digestif que de cellules humaines. Donc quand on me dit la biodiversité, c'est une affaire d'écolo, qui aime les papillons à points bleus, pas du tout. C'est notre réalité. Quand je fais des conférences en Inde, ils le savent depuis 4000 ans, les Indiens. Ici, je passe mon temps à expliquer, il n'y a pas un humain ici, une nature ici. Nous sommes profondément dans cette nature, imbriquée en permanence. Regardez un jour, quand vous vous levez un matin, ce qui grouille au fond de votre lit sur les draps. Ça grouille de choses avec des épines, des poils. C'est ça la biodiversité, on est dedans, on en a plein les cheveux. Et on est beau quand même. C'est pour vous montrer que l'humain ne peut pas se passer cette diversité. Et ce climat qui change affecte ce vivant. Et ce que je vous terminerai d'expliquer, et ça c'est beaucoup moins connu, c'est que le vivant qui change, change aussi le climat. La déforestation change le climat. La surpêche sur les côtes du Chili ou du Pérou change le climat aussi. Et je vais vous le montrer en images. Je marche sur des images d'abord d'une météorite tombée à Orgueil, dans le sud de la France, en 1864. Elle tombe du ciel et l'agriculteur la ramasse. Et puis, il la met dans une caisse à oignons. Et on oublie cette météorite pendant, ici, là, 70 ans.
Et puis des randonneurs qui passent récemment la trouvent et ils lui disent, vous savez, votre caillou, ce n'est pas un caillou normal et banal, c'est une météorite. Il dit, oui, oui, grand-père l'avait ramassé. Bien, vous me la donnez, oui. Elle va atterrir donc rue Buffon à Paris, où nous avons les plus puissants systèmes d'analyse en géochimie des nanosondes. Et là, on date cette météorite. Ce caillou est vraiment moche, hein, il ne ressemble à rien. Et quand je le caresse, quand je connais son âge, on en pleure. Il a 4,6 milliards d'années. Cette météorite est contemporaine de la mise en place du Soleil et de la Terre. On l'a ramassé, on l'a oublié, on l'étudie. Et c'est ça l'histoire de la scientifique, qui est un grand musée d'histoire naturelle, c'est de raconter de belles histoires à partir de choses qui apparemment n'ont aucun intérêt. Et je vous le démontrerai en permanence, quand on me dit qu'il faut sauver la biodiversité, mais on me dit mais on n'a pas assez d'argent pour tout sauver. Donc on va sauver quoi? Ce qui est beau, les beaux cils, les grands yeux bleus, on a envie de sauver ça évidemment. C'est chaud, c'est doux, c'est gentil. Vous verrez qu'il y a plein de trucs moches qui sont absolument géniaux et dont l'humanité a vraiment besoin. C'est le vrac, si je peux m'exprimer comme ça, qu'il faut sauver en fait. La météorite raconte l'histoire de la géodiversité et c'est là-dessus que dans l'océan ancestral, il y a environ 3,85 milliards d'années, la vie apparaît. Et souvent, les gens confondent nature et biodiversité. Ce n'est pas la même chose. Je l'ai bien écrit ici en castellano. La biodiversité, c'est la partie vivante de la nature. Et bien sûr, l'humain est dedans. Hein. Nous sommes dans cette diversité biologique. J'ai mis les deux écosystèmes les plus riches de la planète ici. Dans l'océan, tout à l'heure, on a fait référence aux récifs coralliens. On peut trouver ici, sud de la Nouvelle-Calédonie, peut-être 5 à 7 000 espèces vivantes par kilomètre carré de récifs. Et je vous ai mis à côté une forêt que j'ai choisie en Amérique du Sud. C'est notre Guyane française, à la frontière avec l'Amapá. On revient d'une grande expédition à la frontière Guyane-Brésil. On y a passé plus d'un mois, il y a quelques mois, c'était depuis le début de l'année, et on ramène une moisson extraordinaire. On trouve des choses nouvelles tous les jours. En se donnant un peu de peine, en Amazonie, je peux trouver une nouvelle espèce de poisson par jour. En eau douce. Parce qu'en eau douce, on est profondément imbriqué dans la forêt. Plus on s'éloigne de la mer et plus il y a d'espèces. Le paradoxe, c'est que l'océan contient moins d'espèces de poissons que les eaux douces, pour des raisons justement de territoires beaucoup plus segmentés, séparés. Et ce vivant réagit, je le répète, au changement et à l'isolement par des espèces qui apparaissent. Et là, on peut trouver en forêt tropicale. Le record du monde, c'est la Colombie. Je ne sais pas si nous avons des amis colombiens ici. Colombie, hein, on peut trouver peut-être 50 000 espèces au kilomètre carré, vers 1000 mètres d'altitude. On connaît en Europe 250 espèces d'arbres. Sur 1 kilomètre carré de forêt colombienne, 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de la forêt colombienne, 700 espèces de coléoptères. Alors on me dit, mais à quoi ça sert ce truc-là? D'abord, il ne faut pas revenir toujours à l'utilitarisme. On me dit, on ne sauve que ce qui va servir à quelque chose. Tous ici, vous adorez faire des choses qui ne servent absolument à rien et qui contribuent à votre bien-être. Il faut changer nos mentalités. Tout a un intérêt. Donc, écosystème très riche. Et chez la ville aujourd'hui, ma leçon inaugurale au Collège de France s'appelait « Biodiversité de l'océan à la cité ». L'homme a tout changé. Ce matin, on était en direct sur une télévision avec Madame Royal et on racontait l'histoire de la biodiversité urbaine. La ville est un fantastique écosystème. Et il faut qu'on ramène de la nature en ville. C'est absolument vital et c'est un défi qui est autant européen que latino-américain. Alors, 3 écosystèmes pour vous montrer un peu ce que c'est que le vivant. Donc, je répète, le vivant n'est pas un catalogue d'espèces, c'est tout l'ensemble de toutes les relations que les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. 3 écosystèmes, je raconte toute l'histoire. Un morceau d'océan, moi je suis océanographe, c'est une goutte d'eau de mer, où que vous la preniez sur la Terre. C'est bourré de bactéries, bourré de virus. Tara Océan, une expédition française qui vient de rentrer là, dans Science, il y a 2 semaines, on sort un numéro spécial, 5 papiers, écrits par des équipes françaises en relation avec des collègues internationaux, dont beaucoup de collègues latino-américains, parce qu'on a pas mal traîné nos guêtres du côté de l'Amérique du Sud. On l'a contourné entièrement pour notre expédition. On ramène peut-être, en séquence d'ARN, de petits ARN, peut-être 600 000 nouvelles espèces pour l'océan, alors qu'aujourd'hui, on y connaît 250 000 espèces. En fait, on connaît assez bien les bactéries, on connaît assez bien les gros, et tout ce qui est entre les deux n'a jamais été étudié. Donc, une goutte d'eau de mer, c'est ça. Donc, vous allez nager, vous avalez de l'eau. Et ça, on peut le faire aussi bien à Valparaiso que dans l'isthme américain,
ou à Santos, ou à Arrecife, et où vous voulez. Et vous accumulez dans votre être vivant, dans ce que vous êtes, des bactéries et des virus. C'est ça, l'implication de l'humain dans la diversité biologique. Deuxième écosystème, les sols. Un petit morceau de sol. Je peux le prendre au Brésil, en Colombie, à Paris. C'est partout ce genre de faune et de flore. Les sols aujourd'hui, ce sont 23% des espèces connues de ces 2 millions d'espèces. L'océan, c'est que 13%. On va y rajouter ce qu'on ramène, bien sûr, de terre à océan. Donc, l'océan, un fragment de sol, c'est vital. Quelle sera l'agriculture mondiale sans sol? Notre agriculture actuellement inconsidérée a détruit la moitié des sols de la planète. C'est très vrai, ceci aussi, pour l'Amérique latine. Troisième écosystème, goutte d'eau de mer, un fragment de sol, c'est nous. Ça, c'est un intestin d'un bébé humain à la naissance. C'est pareil pour les filles et les garçons. On a tous été à un moment de notre vie bébé humain à la naissance. Regardez, le tube est pratiquement vide ici, cette partie-là, et tout ce qui est autour, ce sont des bactéries. Quel est le premier contact du bébé avec la Terre? Le bébé, il n'a pas envie de venir, hein, parce que quand il voit comment le monde tourne, il préférait rester là bien au chaud où il est dans sa maman. Mais la maman, 9 mois, c'est un peu long quand même, il faut qu'il sorte le bébé. Et son premier contact avec la vie, ce sont les bactéries du tractus génital de sa maman. C'est le premier profond contact entre la maman et son bébé. Et là, elles s'en vont sur le bébé, elles vont le contaminer, ces bactéries, dans le bon sens du terme. Quand on pense bactéries, on pense qu'aux méchantes. Mais non, les bactéries sont extrêmement utiles à l'humain. Il y a quelques méchantes qu'il faut contrôler, le reste, ça marche bien. Un bébé humain, il met 2 années. Tous ici, on a mis 2 ans pour avoir définitivement les bactéries qui sont chez nous. Comme nous sommes issus d'un papa et d'une maman, chacun est unique ici. C'est l'intérêt de la reproduction sexuée, bien sûr. Et on sait maintenant que ça change. Ça change à cause de ce qu'on mange, ça change à cause des traitements antibiotiques que l'on prend à tort et à travers. Depuis 1940, 300 maladies nouvelles chez l'humain, les mêmes en Amérique latine et en Europe. C'est vrai aussi pour l'Afrique et l'Asie. Et on a récemment séquencé l'ADN dans ces bébés. On a trouvé de la place pour à peu près 2000 espèces de bactéries. On n'en connaît pas 500. Donc sur un écosystème aussi proche de nous, puisqu'il est dans nous, on ne connaît pas le quart des espèces. Donc imaginez la forêt tropicale ou le fond de l'océan. Et j'ai un rêve, c'est de retrouver congelé ici à Paris, je crois que j'en ai trouvé à l'Institut Pasteur, un intestin d'un bébé humain qui serait mort en 1940. Congelé l'intestin, pas le bébé, l'intestin. Et de refaire le même séquençage d'ADN. Ça a complètement changé. Et c'est ça qui aujourd'hui crée les maladies dites émergentes, les nouveaux diabètes, l'obésité, Alzheimer, l'autisme serait lié aussi à ces questions-là, de nouvelles maladies infectieuses qui apparaissent, de nouvelles maladies auto-immunes et de nouvelles maladies aussi parasitaires. Alors voilà, souvent quand on veut dire c'est quoi la biodiversité, on montre ça. Ça, je montre ça au ministre, ça marche très bien, aux députés, qu'est-ce que c'est beau. Oui, je vais vous aider à sauver la biodiversité, c'est tellement joli. Une plage, aux Antilles, dans la Caraïbe, 2 mètres sous le sable, je trouve ça. Le problème, c'est que ce n'est pas que ça, la biodiversité, c'est aussi ceci aussi. Alors là, quand je montre ça, là, le député me dit « Bah non, écoute Gilles, c'est pas possible. Ça, c'est trop laid, on va pas le sauver, ton truc, là, c'est vraiment pas beau. » Celui-ci a une fabuleuse histoire. Si vous suivez la presse française depuis quelque temps, celui qui est en bas à gauche, là, depuis quelques jours, vous voyez des articles dans tous les journaux français sur la création d'un nouvel institut. Et ça revient à une histoire qui s'est passée en 2005. J'étais dans mon bureau, j'occupe le bureau du comte de Buffon à Paris, ça c'est l'intérêt d'être au muséum d'histoire naturelle, et un grand cancérologue français m'appelle et me dit « Gilles, est-ce que tu connais le rat taupe nu ?» Je dis « Oui, c'est une bestiole qui vit dans des terriers au Kenya et en Érythrée. » Il me dit « Est-ce que tu sais l'élever ?» Je vais bien essayer, hein, on peut essayer d'élever quelque chose si vous voulez. Et du jour au lendemain, le rat taupe nu devient une star. On crée en France l'Institut des rats taupes nus. C'est un rongeur qui vit 50 ans et qui ne fait jamais de cancer. Alors vous voyez, au hit parade de la protection, il y a 15 ans, on m'aurait dit le rat taupe nu, il n'avait aucune chance. Hein. Il est tellement moche ton truc qu'on ne va pas sauver un truc comme ça. Hein. Et c'est une star aujourd'hui. Pour vous montrer qu'on n'a aucun tri à faire à l'avance. Les mots comme mauvaise herbe, espèce nuisible, n'ont aucun sens pour les humains. Comme je dis souvent aux chasseurs,
votre espèce nuisible, nature l'a inventée avant que l'humain n'apparaisse pour l'embêter par la suite. Ça n'a pas de sens, bien sûr. Hein. Donc revenons à des relations beaucoup plus humaines. On parle de dignité humaine. De vraie dignité, c'est de respecter ce vivant qui nous entoure et qui nous offre une fabuleuse possibilité, sa renouvelabilité. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en surpêchant, en détruisant les forêts tropicales? On détruit cette renouvelabilité. Et ça ne marche pas. Et vous verrez que le fil rouge de mon discours, c'est beaucoup plus d'humilité, moins d'arrogance, beaucoup moins de cupidité, beaucoup plus de partage. Et vous allez voir que je ne suis pas un catastrophiste. On peut pratiquement tout gérer. Simplement, il faut de la volonté politique, il faut du courage. Il faut arrêter une chose qui est claire aujourd'hui, et que je dis solennellement, arrêter tout type d'économie qui consiste à gagner de l'argent en détruisant la nature et en la surexploitant. Voilà, ça, il faut arrêter ça. Et ce que je dis là est aussi vrai au Brésil qu'en Patagonie ou en Europe, bien sûr. Mais ça peut se faire, il faut de la volonté simplement. Alors, la biodiversité, si ce n'est pas les très jolis comme ça, ou les très laids, voilà, c'est ça la biodiversité en fait. Voilà, c'est très français ça, c'est ça la biodiversité. Et c'est quoi un Frenchman, hein? Dites-moi un peu un Français, pour nous tous ici. Hein, si on n'a pas notre vin, notre pain, notre fromage, on n'existe plus. Voilà, c'est ça la biodiversité. Donc ce n'est pas un catalogue d'espèces de jolis ou de pas beaux, c'est ça. Et c'est l'intégration de toutes ces relations-là. Gratter une croûte de Cantal, de fromage, ça grouille d'acariens. Et vous trouvez ça succulent? On en a eu hier soir d'ailleurs. Il y en avait, je disais ça au serveur hier soir à la Maison de l'Amérique latine, que j'aime beaucoup. Et vous savez, votre fromage, ça grouille de bestiole. Il m'a dit, il est bien propre. Oui, mais il est bon parce que justement, ça grouille dans ce fromage. Et on a élevé des vaches, bien sûr. Hein, gros problème, aujourd'hui les vaches. 7,2 milliards d'humains, 1,5 milliard de vaches sur la Terre, dont des pays qui en ont, mais qui ne les mangent pas. On ne mange pas les vaches en Inde, on ne mange pas les vaches à Madagascar, partout. On a des vaches. Parce que la puissance du mâle, c'est d'avoir des femmes et des vaches. C'est comme ça. Et les vaches créent un monstrueux problème. Mon discours est très clair aussi. Pas devenir végétarien, mais il faut qu'on mange, nous, humains, moins de viande et moins de poisson, c'est clair. Et on sera très beau en mangeant des légumes, bien entendu. Tout ça, il faut que vous y pensiez en permanence. On va revenir maintenant au climat. Question posée par des collègues américains il y a quelques années dans la revue Nature. Est-on en train, en ce moment, de mettre en place les conditions d'une 6e grande crise d'extinction? Les paléontologues nous disent que sur 800 millions d'années, on en a eu à peu près 60, dont 5 majeures. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de faire la 6e? Par notre activité à nous, bien sûr. Vous voyez qu'ici, on pollue et on détruit. On surexploite, forêt tropicale, surpêche, je vais y revenir. Ça concerne beaucoup l'Amérique latine. On dissémine partout des espèces qui deviennent invasives. Et enfin, le climat qui change, sur lequel je vais terminer. Tout ceci pour vous dire que, effectivement, on peut faire quelque chose. On peut arrêter de polluer partout. On peut arrêter de détruire. On peut arrêter de surpêcher. On peut arrêter cette agriculture imbécile à pesticides et insecticides en faisant autre chose. Des humains savent faire cela. Et là, la connaissance locale qu'on évoquait tout à l'heure est très importante. Et puis, bien sûr, on peut arrêter de disséminer tout partout. Un pétrolier géant. J'étais à Oman il y a quelque temps, et le Premier ministre me disait, vous savez, monsieur le professeur, on veut faire des biotechnologies parce que demain, il n'y aura plus de pétrole, il faut que Oman vive. Il me dit, on a un problème marin en ce moment, on a des red tides, des efflorescences toxiques, hein, des marées rouges, de microalgues très toxiques qui apparaissent. Il me dit, jamais vu dans les pays arabes. J'ai dit, venez, monsieur le ministre, je l'ai pris par la manche. Devant sa fenêtre, il y avait 16 pétroliers géants qui arrivaient de Rotterdam et qui arrivaient d'Europe. Chacun ayant ballasté dans la baie de Muscat 100 000, 200 000, 300 000 tonnes d'eau de mer, remplies de virus, de bactéries et de microalgues. Voilà, elles ne payent pas leur voyage, elles font le tour du monde et elles amènent de monstrueux problèmes, bien sûr. Donc, il faut qu'ensemble, on arrive à travailler là-dessus. Alors aujourd'hui, voici les plaies écologiques. Alors je m'empresse de vous dire que pour moi, l'écologie n'est pas du tout un mouvement politique. C'est une science, je suis un scientifique et pas autre chose que ça. L'écologie, ça s'appelle du bon sens, ni de droite, ni de gauche. C'est un bon sens de la relation d'une harmonieuse entre l'humain et cette nature à laquelle il appartient profondément. C'est un vrai discours, ceci. Alors, le dérèglement climatique, le productivisme agricole qu'on a évoqué,
la pénurie d'eau potable, dramatique en Amérique latine. Je rentre du Chili, j'étais en Équateur il n'y a pas longtemps, je suis allé au Pérou au mois de décembre pour la COP, je retourne au Chili d'ici quelques mois. Dramatique la question de l'eau potable. Je vais vous montrer une image tout à l'heure. La pêche, surpêche, la déforestation continue, la biodiversité, elle s'en va, et la pollution, elle est partout. Eh bien, écoutez, pour tout ça, on peut faire quelque chose. Mon discours n'est pas un discours catastrophiste, il est d'alarme, il est d'alerte, c'est le rôle de dire tous ensemble, changeons. We have to change. Mais comment change-t-on? C'est la vraie question. Tenez-moi, c'est comme Léa, hein, ça c'est fondamental. Comment on le fait? Et à part le climat, où c'est trop tard, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, hein, mais le climat, de toute façon, on va vivre un changement climatique. Si on arrête d'émettre du CO2 aujourd'hui, celui qui est déjà là, on en a pour 1000 ans encore. Donc il faut qu'on limite au maximum ces effets. Tout le reste, on peut très bien faire quelque chose, mais il faut du courage. Tout à l'heure, on parlait d'audace illimitée. C'est ça, en fait, dont on a besoin aujourd'hui. Et il faut une association entre les scientifiques, les ONG, les élus du peuple, hein, pour que tout ça mis en harmonie arrive à promulguer ce qu'il faut faire pour arrêter cette économie que j'évoquais tout à l'heure. Alors, question commune en Amérique du Sud et puis en Europe, partout, le changement climatique s'accélère, la question de l'eau est fondamentale, la diversité, elle s'en va partout, l'intensification agricole s'en va partout. Vous savez quel est l'endroit au monde où on perd le plus, pas d'espèces, mais de nombre d'individus des populations? Dans le dernier rapport du WWF sorti en septembre 2014, c'est l'Argentine. C'est là qu'on a perdu le plus d'espèces depuis 40 ans. On a 69%, pas d'espèces, pardon, d'individus, 69%, alors que la moyenne mondiale est à 52%. On a perdu en 40 ans la moitié des individus des populations animales. Réagissons. Même pour des raisons éthiques, on s'appelle Homo sapiens et on laisse comme ça stupidement disparaître un capital. Ça n'a pas de sens. Alors, un peu de différence, j'ai cherché ça cette nuit entre l'Amérique latine et puis l'Europe, c'est pas tellement évident finalement. Bon, on a de meilleures connaissances sur les questions de surpêche et de déforestation en Europe. Les prévisions des impacts aussi ont été beaucoup plus élaborées. Et je vais encourager tous mes amis latino-américains ici qui sont ambassadeurs, qui sont ministres, à faire le même travail. Je vais vous montrer lequel. Les impacts sont très différents, bien sûr, selon les régions du monde. Et ça, c'est difficile de mettre ça de façon globale. Quels sont les effets du dérèglement climatique? La température augmente, fonte des glaciers, cyclones tropicaux, fortes pluies, inondations. À l'inverse, sécheresse, manque d'eau qu'on a évoqué tout à l'heure. Chute de l'oxygène dans l'eau. Il faut savoir que quand la température augmente, l'océan, mais c'est vrai pour les lacs ou les rivières, contient de moins en moins d'oxygène. On a un grave problème en ce moment en Europe, en mer Baltique. On voit les poissons de la mer Baltique qui ont des problèmes parce que tout le fond de la Baltique, avec la température qui a augmenté, manque d'oxygène aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, la remontée du niveau de la mer, que je vais évoquer aussi un petit peu. Tout ça frappe largement aussi bien l'Europe, bien sûr, que l'Amérique latine. Et moi qui suis un spécialiste du Pérou et du Chili essentiellement, quand je vois la fonte des glaciers au Pérou aujourd'hui, pourquoi est-ce que le niveau de la mer remonte? C'est une question qu'on me pose souvent aussi. Alors la première est évidente, c'est que l'océan en température augmente, donc il prend plus de place. C'est l'expansion de la masse d'eau liée à la température, à peu près la moitié de l'explication. La deuxième, c'est, tout le monde le sait, la fonte des glaciers et des calottes polaires. Mais une troisième, beaucoup plus insidieuse, et qui marche pour 14%, ce n'est pas négligeable. C'est le pompage par l'humain dans les nappes phréatiques profondes. Pour la surface, une nappe d'eau, vous pouvez pomper dedans, dès qu'il pleut, ça se re-remplit. Pour les nappes profondes fossiles, cette eau-là ne serait jamais venue naturellement en accès à l'océan. En Inde, c'est catastrophique en ce moment, en Tunisie. Beaucoup de régions du monde, on a beaucoup trop pompé dans les nappes profondes, qui, même aussi, quand elles sont relâchées dans le milieu, contribuent à la remontée du niveau de la mer. Il faut voir aussi qu'il y a deux questions sur la remontée du niveau de la mer. C'est très compliqué, parce que vous avez la mer donc, qui monte, mais vous avez les continents qui bougent aussi. Alors, où est la référence? Quand vous enlevez les glaces sur les continents, cet énorme poids de kilomètres de glace fait que le continent libéré de ce poids-là remonte aussi un petit peu et compense dans l'autre sens. Et c'est horriblement compliqué aujourd'hui de voir cette remontée. On la voit au niveau de repères que l'on a, bien sûr. Quelques chiffres. Il y a 20 000 ans, la température était 4 degrés en dessous d'aujourd'hui. Et l'eau de mer, on l'a bien mesuré en Europe, mais c'est pareil pour l'Amérique latine, 125 mètres de différence entre l'époque et aujourd'hui. L'eau était beaucoup plus basse.
Donc aujourd'hui, en 20 000 ans, c'est le moment où Homo sapiens a commencé à s'activer, va devenir sédentaire, va inventer l'agriculture, va inventer l'élevage, grâce à ce climat qui change, que ça va modifier quelque chose. Et on regarde bien sûr cette remontée du niveau de la mer qui aujourd'hui remonte à peu près 3 fois plus vite qu'il a une quarantaine d'années. Alors voilà les travaux que j'encourage à faire en Amérique du Sud, dans tous les pays que j'ai pu visiter. Ce sont 4 rapports qu'on a remis à la ministre dans les 6 mois écoulés. L'un, septembre 2014, 2 en mars 2015 et le dernier il y a quelques jours. Ce sont des rapports sur quelle attitude, quel conseil donner à la population face au changement climatique. C'est fait par des scientifiques qui se sont unis de différents instituts pour publier un document public. Le suivant, c'est quelle température et quelle précipitation en France dans les 50 prochaines années. Le troisième, c'est la remontée du niveau de la mer en France. Et là, je ne suis pas dans des pays lointains, je parle de la Basse-Normandie, je parle des Landes, de l'Aquitaine, et je parle de la Camargue. Tout ça va être sous l'eau d'ici peu de temps. On ne peut plus l'empêcher, ceci. Donc il faut qu'on s'adapte, avec des vraies questions très matérielles. On a calculé le coût de digues qu'il faudrait construire en Basse-Normandie. C'est par dizaines de milliards. Est-ce que l'État doit investir pour faire des digues, pour protéger des biens privés? Certainement pas. Donc il faudra un retrait par rapport à la côte qui va poser des problèmes considérables. Et puis bien sûr, le dernier qui est très intéressant, on ne parle pas assez, ce sont les effets du dérèglement climatique et de la perte de la biodiversité en France sur la santé des Français. Quand je vous disais 400 maladies nouvelles depuis 1940. Il faut y penser en permanence. C'est très vrai ça aussi, bien sûr, pour nos chers pays d'Amérique latine, bien entendu. Alors je vous encourage, avec vos scientifiques, à produire ce genre de document qui est extrêmement utile pour qu'on puisse réfléchir et avoir des bases solides. Ça, c'est l'image du dernier congrès sur le climat. J'étais au Chili, à Antofagasta, il y a quelques semaines. Et avec les spécialistes chiliens et péruviens du dérèglement climatique, on a tenu 2 journées de discussion. Les glaces fondent sur les grands volcans des Andes, le Licancabour ici, c'est mon volcan chéri, celui-là. Et puis les pêches, le port Antofagasta, il y a 10 fois moins de bateaux qu'il y avait il y a une trentaine d'années. Et en bas, je verse toujours une larme sur le Sophora Toromiro que j'ai retrouvé dans le jardin du Sénat chilien. Tellement content. C'est l'arbre de l'île de Pâques, qu'on sauve in extremis quand Heyerdahl ramène quelques graines en 1956, dans les jardins européens comme Menton, par exemple, Kew Garden à Londres, et le Jardin des Plantes à Paris, qu'on voudrait remettre maintenant à l'Isla des Pascua. Tout ça, c'est pour vous montrer que tout ça évolue très vite. Je parle ici, bien sûr, sur des mémoires humaines. Alors, voici des images du Chili. Ici, on a 5300. On va nous construire un très grand centre spatial qui s'appelle ALMA, avec des radiotélescopes. Donc là, vous avez personne, il n'y a pas d'humain, on est très haut. Il y a quelques bicunias, il y a quelques soros qui sont par là, et puis quelques oiseaux, bien sûr. Magnifique paysage. Quand on parle de couper le souffle, quand vous passez un col et vous arrivez de l'autre côté, vous ne parlez plus. C'est tellement beau. Ça existe encore. Et je vous ai mis ici la technologie spatiale. Ça, c'est Paranal. L'Europe a construit là 4 grands télescopes géants et un télescope infrarouge sur un sol qui, sur la Terre, est le plus proche du sol, non pas de la Lune, mais de Mars. C'est très proche du sol martien. Il tombe ici un demi-millimètre d'eau par an. Un demi-millimètre, vous voyez ce que c'est. Début avril, j'évoque ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, il est tombé 100 mm, 200 mm dans cette région-là. Dramatique pour les peuples locaux. Au Vanuatu, il y a un mois, tempête incroyable avec des vents à 400 km/h. Et on sait maintenant qu'on est sur un phénomène El Niño très fort, qui va vous toucher très fort dans les pays latino-américains du Cono Sur. Au moins aussi fort que celui de 98, qui avait effondré les pêches chiliennes et péruviennes. Et quand il n'y a plus de chaînes phytoplanctoniques en mer, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'oiseaux de mer, et il n'y a plus de pêcheurs. Alors, je vous ai mis les télescopes fabuleux européens, avec le télescope infrarouge en bas. J'ai passé une semaine délicieuse avec les astronomes. Comment un biologiste dialogue avec les astronomes? D'où vient le sodium et le potassium de votre sang? À tous ici en ce moment. S'il y a des médecins dans la salle, ils savent très bien qu'on mesure le sodium dans un sang humain. Il vient de l'explosion de supernova il y a pratiquement plus de 10 milliards d'années. Pour vous ramener à l'humain ce qu'il est, pas un truc incroyablement sorti comme ça d'un système, il est profondément ancré dans cette nature. S'il y pense en permanence, cela changera sa façon de voir et sa façon de faire. Il faut persuader tout le monde. Je vous ai mis l'image, mon petit clin d'œil. Ça, c'est l'image qui a été faite fabuleuse à Paranal de 400
millions d'années après le Big Bang, ça a fait la une de tous les journaux, une image de la lumière arrivée sur les télescopes qui avait 12 milliards d'années, vous vous rendez compte, hein? Vous me direz à quoi ça sert? Ça sert à nous faire rêver, tellement c'est beau, en fait. Et l'humain a besoin de rêver, nos enfants en particulier. Mais les grands aussi, on aime rêver. Hein. Et je vous ai mis une image clin d'œil ici pour moi, qui est un biologiste. Ça, c'est un paranal. Ça, c'est écrit dessus, là, pour le camion Agua Potable. Tous les jours, pour les humains qui se croient si sortis de cette nature, il faut monter de l'eau potable. Et ça, on le sait tous. Cette eau, elle est vitale. Elle n'est pas faite pour laver sa voiture. L'eau est là parce que aucune cellule vivante, toutes sont faites d'eau. Et si la vie est sur la Terre, c'est parce que l'eau s'y trouve sous forme liquide. Donc cette eau, il faut l'adorer, cette eau. C'est la vie, bien sûr, évidemment. Alors ici, donc, très, très beau qu'on a fait en Amérique du Sud. Bon, les gros problèmes sont les déforestations. Donc je prends les pays amazoniens, le Brésil, la Bolivie, le Venezuela, l'Équateur, la Colombie, le Pérou, les Guyanes. Et on voit que cette déforestation, qui avait été un peu freinée, repart de plus belle. Et elle pose bien sûr des problèmes considérables. Ici, c'est en castellano. C'est un travail récent qui a été produit en 2011 à une conférence ici sur le développement au Chili, et qui vous montre que cette déforestation est prégnante et elle continue. Comment va-t-on l'arrêter? Alors bien sûr, moi je ne viens pas en donneur de leçons, ce n'est pas du tout mon style. Je ne vais pas aller au Brésil ou en Indonésie dire arrêtez de couper votre forêt. Je dis simplement réfléchissons tous ensemble, comment on peut vous aider. Francis Allais, qui était le grand homme des forêts, qui a fait ce très beau film il y a quelque temps qui s'appelle « Il était une fois la forêt », il a 78 ans, Francis Allais, chercheur de Montpellier, avec Doyle, et il dit en fait, à 18 ans, je montais à 60 mètres de haut d'un grand arbre de la forêt tropicale. Et à 78 ans, j'essaye encore de monter dans mon grand arbre. Et ce n'est pas une histoire de statistique, c'est une vie humaine dont je vous parle ici. En 60 ans, il a vu disparaître la moitié des forêts tropicales de la planète. Voilà. Alors ici, un travail qui s'appelle Amankai, que des équipes françaises du CNRS et de l'IRD développent aujourd'hui en partenariat avec différents pays andins. Tout à l'heure, on parlait de l'IFEA, tout à l'heure, qui est une très jolie institution. Souvent, il n'y en a que deux comme ça que la France a. Une en Inde, l'Institut français de Pondichéry, et l'Institut français de San Dinos, qui se trouve effectivement à Lima. Donc, notre question, c'est comment le climat a-t-il évolué récemment dans les pays andins et comment peut-on tirer des enseignements de ce changement sur quelques siècles pour avoir des données aujourd'hui? Et on se rend compte que dans ces Pérous-là, dans ces pays-là, il s'est passé en fait en 50 ans, 60 ans, autant de changements qui s'étaient passés en France durant le petit âge glaciaire, durant 3 siècles. Donc une accélération de la fonte des glaciers que j'évoquais, du manque d'eau, etc., etc. Alors moi, bien sûr, je suis un farouche défenseur de la coopération entre la France et les pays d'Amérique du Sud. J'étais à un moment pour le ministère, dans les années 90, le responsable de la coopération en océanographie avec le Brésil, le Chili et l'Argentine. Alors ici, c'est un travail de quelqu'un qui est le président de la FAO, comme on dit en castillan, la FAO, José Graciano da Silva, du portugais, et qui vous raconte l'histoire justement pour eux de ces sécheresses à répétition, de ces dérèglements qui sont là, et que l'Amérique latine est particulièrement impactée par ces changements qui se produisent depuis quelques années. Il rajoute, on avait l'idée que le monde était devenu un grand supermarché où on allait faire ses courses. Ça n'a aucun problème d'approvisionnement. Ça ne marche plus. Ça va changer. Comment le monde agricole va-t-il s'adapter? Comment le monde de la pêche va-t-il s'adapter? Comment ici, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'élus du peuple vont-ils gérer ces questions? C'est absolument fondamental, bien sûr. Et on rajoutait que 47 millions de personnes en Amérique du Sud souffrent de la faim, soit 8% de la population. On peut comparer à d'autres régions du monde, bien sûr. C'est intéressant parce que je pense que tous ici, pour moi, je dis ça de la façon la plus admirative possible, vous constituez un fabuleux laboratoire à ciel ouvert. Et avec vos chercheurs, parce que nous, on ne prétend pas tout faire, absolument pas, avec vos chercheurs, qui au Chili, en Colombie, au Pérou, en Argentine, au Brésil, en travaillant ensemble, apportons les bases scientifiques qu'il nous faut pour qu'on puisse mettre en place de bien meilleures méthodes de gestion de nos environnements. Et pour ça, il faut du courage, pour ça, qu'on évoquait tout à l'heure. Voici des images ici. Bon, Haïti, c'est toujours le modèle qu'on présente, mais je pourrais vous parler de Madagascar ou de l'Indonésie. Les zones du Brésil touchées par la déforestation, c'est considérable. Alors, à un moment, on avait pensé le freiner très fort et puis ça reprend. Qu'est-ce qui pousse après la déforestation? Comment on fait? Je prends le cas du palmier à huile sur lequel on a beaucoup travaillé.
Ce qui aujourd'hui est intolérable, et je pèse mes mots, pour un scientifique et pour un citoyen, je crois aussi, de la Terre, c'est d'enlever la forêt tropicale pour mettre des palmiers à huile. Que par contre, une fois qu'on a déforesté pour d'autres raisons, l'exploitation de bois, on puisse y amener des palmiers à huile, oui, pourquoi pas. Mais c'est des vrais raisonnements qu'il faut discuter. En Indonésie, 2009-2013, je connais bien l'Indonésie, j'y vais souvent, 23 millions d'hectares de forêt partis. Alors regardez, pourquoi c'est pas bien? Pas simplement, quand on coupe cette forêt, vous modifiez l'évapotranspiration du milieu, il n'y a plus de nuages, pas de pluie. Pas de pluie, pas d'agriculture. Il faut partir. On parlait de réfugiés tout à l'heure, c'est ça. Le résultat de tout ça, ça va être des migrations humaines, massivement, partout, de l'Afrique vers l'Europe. Aussi dans les pays latino-américains également, bien évidemment. Donc simplement un rôle du climat sur la forêt. Mais si j'enlève la forêt, je modifie le climat. C'est la réponse du vivant au dérèglement climatique. C'est très important à prendre en compte. Vous allez voir, c'est pareil pour l'océan également. Alors, on travaille beaucoup sur l'Amazonie, parce qu'on adore l'Amazonie. Vous savez, il y a 3 grandes zones du monde où il y a beaucoup d'espèces. Je disais peut-être 50 000 au kilomètre carré. Il y a les jungles de Bornéo et de New Guinea, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a le bassin du Congo en Afrique et l'Amazonie en Amérique du Sud. Là, vous avez plus de 40% des espèces de la planète réparties sur ces zones particulières. Donc, on travaille sur l'avenir de l'Amazonie. Alors, il y a même des gens qui ont dit, bientôt, il n'y aura plus un arbre en Amazonie, ce sera une savane. Il faut travailler, retravailler pour qu'on puisse préciser des choses comme ça. Ce qui est clair, c'est que l'influence de l'humain est massive sur ces changements que j'évoquais tout à l'heure. Regardez ici, c'est un travail qui a été fait sur les ouragans et les inondations entre 2000 et 2010 pour les pays qui nous concernent ici aujourd'hui, avec donc les effets de populations affectées qui peuvent être amenées à migrer liés à des inondations ou bien à des tempêtes. Le phénomène El Niño qui va venir là, va être très impactant pour les populations qui vivent dans vos régions du monde. Ici, on a travaillé, c'est un joli travail fait par la CEPAL. Je sais qu'il y a des gens de la CEPAL ici dans la salle. J'aime beaucoup les travaux qui sont faits. Là, on a cartographié tous les problèmes en fait, qui peuvent survenir en Amérique latine. Alors, en matière de déforestation, en matière de surpêche, en matière de changement. Il pleut là où il ne pleuvait pas. Il ne pleut plus là où il pleuvait auparavant. Et ça va obliger, bien sûr, les humains à changer. Tout ça, c'est disponible, vous pouvez les récupérer. C'est intéressant de réfléchir à tout ça, bien sûr. Il nous faut ces bases-là pour qu'on puisse avancer. Des bases discutées entre scientifiques, fiables, que l'on peut utiliser. Je vous laisse lire ça. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais pour les traducteurs, ce n'est pas terrible non plus de lire ils ne peuvent pas les lire. Ce sont les coûts qui vont être déclenchés par ces modifications climatiques, ces migrations de population et ces pressions sur la fourniture d'alimentation pour les humains. Ça, c'est un travail de la CEPAL. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a chiffré en Europe, on pourrait le faire aussi en Amérique du Sud, le coût de l'inaction. Combien va nous coûter le fait de ne rien faire? Alors, j'ai beaucoup aimé le mot de madame quand elle parlait d'apathie. Moi, ça fait 10 ans que je prêche. Je fais 120 conférences par an. En castellano, en anglais, en français, partout. En Chine, au Brésil, au Pérou, au Chili, partout. Les gens m'aiment bien, ils m'écoutent. Première question, comment je fais pour convaincre des gens qui ne vont jamais écouter une conférence ou qui ne vont jamais voir une exposition de s'intéresser à ces questions-là? Donc ceux qui viennent m'écouter, ils sont déjà convaincus avant d'entrer dans la salle. Bon, très bien. Hein, c'est important ceci, bien sûr. Mais je vois des prémices de changement. Je me retrouve dans des mondes politiques aujourd'hui ou des mondes économiques où jamais on n'aurait invité, non pas un écologiste, je ne suis pas écologiste, je suis écologue, comme Doyle, et c'est un peu différent. Hein. Et maintenant, je suis invité dans des conseils d'administration de grandes banques. On m'invite dans les grands groupes financiers du monde. J'ai dit à une banque d'affaires récemment, il y a 10 ans, un écologue, à quoi ça sert ce truc-là? Ça ne sert absolument à rien. Hein. Puis on se rend compte que maintenant, en dehors de la seule image de marque, c'est important. Quelle est l'entreprise la plus belle qui a existé sur la Terre, la plus durable, la plus admirable? C'est la vie. Tout à l'heure, je vous ai dit, la vie, elle a presque 4 milliards d'années. Elle a subi de terribles catastrophes. La grande crise, il y a 252 millions d'années, qui séparent le primaire du secondaire, 96% des espèces vivantes disparaissent dans l'océan et sur les continents. Elle est repartie. La vraie question que je raconte souvent au monde politique, et c'est mon premier problème avec le monde politique, c'est le temps. C'est le facteur temps. Et je me demande si le système actuel, justement, on est élu pour quelques années sur un petit territoire,
peut faire prendre conscience de ces questions. On l'a dit tout à l'heure, on l'a dit à plusieurs, qui affectent toute la planète, sur des époques très lointaines, très loin. Et ce philosophe chinois qui disait « Il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. » Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Claude Lévi-Strauss disait il y a quelques années, c'était avant qu'il disparaisse, c'était en 88, il disait « Chaque espèce qui disparaît, c'est un trou incroyable qui, à l'échelle humaine, est irremplaçable. Même les moches, les pas belles, celles qu'on appelle nuisibles. » Ça, c'est les populations qui bougent en Amérique du Sud depuis donc les années 60 à cause de questions justement d'inondations et de tempêtes. Partout. Alors ce climat qui change, bien sûr, c'est la température qui augmente, mais ce n'est pas que ça. C'est très important la température, mais ce n'est pas le seul système qui bouge en fait. Hein. Et vous voyez très bien que ici, l'accélération elle est flagrante, autant dans l'océan que sur les continents. Tout à l'heure, je vous disais, en 20 000 ans, 4 degrés. La mer remonte de 125 mètres. Là, on a pris 1 degré en un siècle, et la mer remonte 3 fois plus vite qu'il y a une quarantaine d'années. Encore une fois, je reviens à ma chose initiale. C'est l'accélération qui nous inquiète, nous scientifiques. Ce n'est pas le changement, c'est qu'il va très très vite. Peut-être trop vite pour que la nature puisse effectivement y répondre de façon adéquate. Grand défi agricole dans vos pays d'Amérique latine et en Europe. Comment demain alimenter 9 milliards d'humains sans augmenter les surfaces agricoles? Il faut garder la biodiversité, sans gaspiller l'eau. Aujourd'hui, vous avez vu le conflit en Californie. Moi, j'adore regarder ce qui se passe. Là, on est dans un pays, la Californie, qui est la 3e puissance économique mondiale, la 13e, hein, si je la prends. La Californie uniquement. Mais ils s'étripent pour l'eau. Les gens qui veulent jouer au golf, 450 golfs sur la même commune, dans une zone subdésertique. On veut une piscine, on veut arroser sa pelouse dans un climat subdésertique. Et puis l'agriculture, les amandiers. Déjà, ils n'ont plus d'abeilles, déjà. Quand les ruches arrivent de l'Idaho, il n'y a plus d'abeilles dans les ruches, et maintenant, il n'y a plus d'eau. Pour moi, c'est un merveilleux laboratoire à ciel ouvert encore. Je vais observer, scruter ce qui se passe en Californie. Et je vois l'humain de base qui dit, bah, écoutez, non, je paye mes impôts, je dois pouvoir arroser ma pelouse. Je répète que cette eau, elle fait les 3/4 d'un bébé en masse à la naissance. Il faut un fort pouvoir politique hein, pour aller contre ça. Et qu'on arrête de tergiverser sur des choses aussi importantes pour l'avenir de l'humanité. Arrêter les pesticides et insecticides, diminuer les engrais, produire des produits sains pour les consommateurs, ne pas détruire la biodiversité, en tirer parti. À Lima, on a un centre de la pomme de terre, 5 espèces, des milliers de variétés. C'est ça la survie de l'agriculture. En Inde, en 2007, un virus attaque le riz. Le riz est tout petit, des famines incroyables dans toute l'Asie. On devra tester, les agronomes du CIRAD en France avec leurs collègues indiens, 6300 variétés de riz pour en trouver une perdue dans une vallée de l'Himalaya qui résiste au virus. Et celui-là, aujourd'hui, il fait 100 000 km² de culture de riz en Asie. Voilà à quoi sert la biodiversité, à répondre au changement. Et comme l'homme crée beaucoup de changements aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de la biodiversité. Développer les polycultures, évidemment, pas des monocultures intensives. Créer de l'emploi, ce qui veut dire que le plus grand gisement d'emploi de la planète, c'est l'agriculture. Ce n'est pas les villes. Hein. Et ça, il faut bien revenir à ceci, ne pas trop mécaniser, ce qu'il faut, simplement, hein, pour garder l'emploi. Tous les petits paysans producteurs qui font 70% de la production mondiale aujourd'hui. Je suis en Indonésie, je suis au Brésil, je suis au Chili, au Pérou. Ces gens-là ont un rôle fondamental dans l'avenir des gens. De plus en plus dans les villes. Qu'est-ce qu'ils vont manger demain dans les villes s'il n'y a pas des gens qui produisent de la denrée alimentaire? On peut avoir le meilleur cerveau du monde. Si on ne mange pas et si on ne boit pas d'eau pure, on n'existe pas. Je reviens à Claude Lévi-Strauss qui disait « Pourquoi l'humain n'a-t-il pas l'intelligence d'imaginer qu'aujourd'hui, constamment, il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il va manger, ce qu'il va boire et à l'air qu'il va respirer ?» Regardez ici, le climat va trop vite. Ça, c'est en France. On a modélisé les mouvements des arbres dans l'est de la France. Vous voyez ici qu'en montagne, à droite, là, les arbres suivent bien le modèle. Ça veut dire que les arbres sont montés de 100 mètres en 20 ans. En plaine, ils n'ont pas le temps. Vous voyez, en rouge, c'est la route qu'ils auraient dû faire, d'après les calculs mathématiques des modèles. En vert, c'est ce qu'ils font. Un arbre, c'est pas facile pour courir. Hein. Alors, les petits nématodes gros comme ça, pas très simple.
Ça va trop vite, en fait. Ça, c'est le travail dont je vous parlais tout à l'heure, fait par les participatifs, qui montre que nos oiseaux et nos papillons sont partis vers le nord. Alors le drame, c'est que quelquefois, ça ne se fait pas au même moment. Il y a une très belle histoire terrible sur les petits oiseaux qui migrent. Ils arrivent ici à un moment où leurs chenilles de papillons ne sont pas encore arrivées. Ou alors elles sont déjà parties. On a plusieurs cas comme ça aujourd'hui, très intéressants à regarder. Il faut qu'en même moment, c'était l'harmonie de la nature. Hein. Je préfère parler d'harmonie que d'équilibre. Il faut qu'il y ait le prédateur et la proie au même endroit, au même moment. Alors la ville, n'oubliez pas la ville. En 2020, on aura 75% des humains dans des villes. Laissez la nature revenir en ville, c'est fondamental, ce qu'on appelle les trames vertes et les trames bleues aujourd'hui. C'est très important. Comment Lausanne est la ville la plus verte en Europe et le bien-être de l'humain est bien meilleur qu'ailleurs. Ramener de la diversité en ville. À Paris aujourd'hui, je faisais le calcul cette semaine, on a 1000 espèces de plantes. On connaît à peu près 7700 espèces de plantes en France. 1000 vivent à Paris, naturellement, sans qu'on les ait mises dans les jardins. Gardons-les avec nous. Aimons-les, et si on les aime, on les protégera, bien sûr. Les parkings de supermarchés sont une catastrophe pour la biodiversité. Là, j'encourage tous les élus, il faut détruire les parkings de supermarchés, faire des trous dedans, pour que l'eau puisse s'infiltrer dans les sols. Ça, c'est la carte thermique de Paris en 2003. Tout à l'heure, madame parlait des morts. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'il y a eu 100 000 morts en Russie en 2010. Rien qu'en Russie. On n'en parlait pas ici parce que c'était des Russes, tout le monde s'en fout en France. Non, c'est 100 000 morts en Russie en 2010. Les blés d'Ukraine brûlent. On indexe le prix du blé sur le prix du pétrole et sur les émeutes de la faim sur toute la planète. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et là, la carte thermique de Paris vous montre qu'en août 2003, vous voyez en rouge, c'est le béton-béton. En bleu, ce sont les arbres en ville. 6 degrés d'écart entre la zone rouge et la zone bleue. Pour tous les élus ici, gardez de la végétation en ville. Là, c'est la remontée du niveau de l'océan. Je vais terminer sur l'océan. Ça monte, particulièrement dans la zone du Pacifique central et de l'Indonésie. Tout à l'heure, on parlait de l'acidification, ce pH qui change, parce que c'est un cruel dilemme. On émet du CO2 et on retrouve à peu près 70% dans l'atmosphère. Il en manque 30. Ils sont dans l'océan. Mais le problème, c'est que, bien sûr, l'océan joue un grand rôle sur la régulation du climat, puisqu'il évite trop de gaz à effet de serre. Mais lui, par contre, quand il reprend du CO2, il s'acidifie. L'eau et le CO2 fait de l'acide carbonique. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour les animaux marins, on parlait du corail ou pour les coquillages. Et c'est un problème sérieux. Regardez la courbe. 36 millions d'années, le pH, l'acidité de l'océan n'avait pas changé. Ça s'effondre comme un trait vertical ici. Et là, on est passé à la post-ère industrielle, et c'est très très fort. En 50 ans, l'océan est 30% plus acide. À la fin du siècle, il sera 50% plus acide. Ça, on ne peut pas le changer, c'est trop tard. Ça veut dire que là, il faut effectivement qu'on puisse adapter la situation. Comment les espèces marines vont réagir? Tout à l'heure, je disais que l'expérience Tara Océan ramène peut-être 600 000 nouvelles espèces. Comment elles vont réagir avec un océan plus acide? Ce sont de vraies questions, bien sûr. Un peu partout dans le monde, on est passé de 8,18 à 8,08 aujourd'hui. Alors là, les prévisions nous montrent effectivement que le climat qui change va affecter cette capacité de l'océan à garder le CO2 d'un côté, ou alors va l'acidifier. Ce qui est quand même... On passe en fait, vous savez, en français, on dit de Caraïbes en Scylla. C'est très difficile, c'est un dilemme qui est très cruel. Les pêches, en Amérique latine, vous êtes les plus grands producteurs de poissons de la planète. On sort dans le courant de Humboldt, entre le Chili, le Pérou, un petit peu au-dessus aussi, on sort un quart de la ressource mondiale. Tout ça varie avec le climat et avec la surpêche également, bien sûr. Aujourd'hui, on ne débarque pas un poisson de plus depuis 40 ans, alors que l'effort de pêche augmente en permanence. Les moteurs, les engins. On débarque de plus en plus petit. J'adore cette image parce que ça persuade même les ministres. Ça marche bien, regardez. Ici, c'est un concours de pêche à Key West aux États-Unis. Vous savez, c'est les concours du mâle humain. Le mâle, il veut toujours un gros truc, en fait. Le plus gros poisson, je suis le meilleur, le plus beau. Mais vous voyez que la virilité a pris un sacré coup, puisqu'en 2007, il va gagner avec 240 grammes. Et ça, c'est vrai partout sur la planète. Tous les grands poissons sont partis. Ce n'est pas les espèces qui sont parties, c'est l'effondrement des stocks et des grands individus. Et qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui? C'est que cette surpêche modifie le climat. C'est au Chili ou en Namibie, vous voyez que le fait de surpêcher les sardines, ici au milieu,
effondre les populations de mammifères marins, d'oiseaux de mer et des grands poissons, qui sont les poissons importants pour la pêche. C'est ceux qui valent le plus cher. Ils disparaissent. Et comme ils disparaissent, toutes les chaînes de plancton sont affectées, zoo et phytoplancton. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on démontre? Que quand c'est affecté, eh bien, ça modifie la capacité de l'océan, au large des côtes du Chili et du Pérou, à dissoudre le CO2. La surpêche affecte le climat. Alors on l'a calculé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut laisser 30% pour la nature non humaine. Voilà, on peut pêcher 70%, c'est pas mal. Mais il faut laisser 30% pour les oiseaux, pour les mammifères, ou pour empêcher ces problèmes, justement, de climat qui change. Voilà, je vais terminer simplement par une courbe qui est un peu inquiétante. C'est une courbe, pas de revue d'écologie, c'est la courbe des assureurs, qui assurent effectivement tous ces biens aujourd'hui, qui montre qu'on est dans un système très croissant de catastrophes, soit d'origine humaine, soit d'origine non humaine, que je ne relie pas à tout ça, bien sûr. Hein. Mais simplement, comment va-t-on faire? Ça, c'est l'île de Sein, en bas à droite, là. Elle ne marche plus, ma flèche, alors j'en ai plus. Le maire de l'île de Sein nous dit, petite île à la pointe de la Bretagne. En 2008, on publie un chiffre, tempête du siècle à l'île de Sein. Très bien, moi je note, hein, je suis un scientifique. Du goémon des algues sur le coq du clocher de l'église. Très bien, je note soigneusement ceci. Avril 2014, re-tempête du siècle. Alors là, ça me gêne un petit peu. Je dis, écoutez, comment vous définissez la tempête du siècle? J'en ai 2 en 6 ans. Et là, il dit aujourd'hui, oui, peut-être qu'on va devoir évacuer l'île de Sein. Elle fait 1 mètre. Les prévisions du GIEC, vous le savez, sont 1 mètre à l'horizon 2100 aujourd'hui. Donc, des vraies questions posées en permanence. Et là, la seule chose qu'on puisse faire, ce n'est pas des digues, c'est le retrait des populations humaines. Voilà. Si on ne prend pas garde à tout ça, ça c'est un travail de l'Agence européenne pour l'environnement, et bien ça va déclencher des migrations des humains en Amérique latine. Manque d'eau, manque d'alimentation, tempête, inondations et des migrations. Tous les jours, je lis en France les questions des réfugiés africains. Oui, il y a des Syriens, oui, il y a des Libyens, mais il y a au moins la moitié qui sont ni Libyens, ni Syriens. Ils arrivent du Sahel. Et ce sont des réfugiés climatiques. Il ne pleut plus chez eux. En plus, on a tellement abîmé leur sol à ces gens-là qu'ils me disaient aujourd'hui, dans des pays du sud du Sahara, il n'a jamais aussi peu plu et on n'a jamais eu autant d'inondations. Les techniques dites modernes d'agriculture ont détruit leur sol, devenu entièrement imperméable. Il faut reprendre ceci, bien sûr. Alors, le défi pour un écologue, c'est ça, c'est être capable de répondre à la question du monde politique. Les écosystèmes en mer et sur terre sont affectés, ils vont résister un certain temps, on peut détruire. Hein. Ici, je suis dans un bel amphithéâtre du Sénat français, il y avait de la forêt avant, elle est partie, hein. On a détruit. Okay. Il y a autre chose, hein. Il y a des acaries, hein. Il y a une souris dans le coin, une araignée là-bas, hein. Ça c'est possible, mais l'écosystème a quand même changé, bien sûr. Donc si on détruit, il n'y aura pas de résilience possible. Si on ne va pas jusqu'à la destruction, le vivant reprend du poil de la bête. Les réserves marines, par exemple, ça marche bien. Comment on garde des morceaux de forêt? Le bosque nativo, je me bats pour ça au Chili, c'est fondamental pour moi, qu'il en reste des petits morceaux en connexion pour que le vivant passe d'un système à l'autre. On est sur des îles, sinon, aujourd'hui. Et donc, la résilience est bien liée à la puissance du vivant à repartir. Aidons-le. On a les connaissances qu'il faut aujourd'hui. Faisons résilier nos écosystèmes. La moitié des écosystèmes de la planète, aujourd'hui, a été affectée. Et ma dernière image, c'est ça. Je vais citer Edgar Morin, que j'aime beaucoup, qui disait en fait que le vaisseau spatial Terre a 4 moteurs, qui sont la science, la technique, l'économie et le profit. Et ces moteurs sont ambivalents. Ils peuvent marcher en bien ou en mal. Et il dit après, si je prends un individu, un humain comme nous ici dans la salle, qui a des neurones, qui sait lire, qui étudie, qui écoute, il dit, quand on résume tout ça, le probable est catastrophique. Et il dit, il est que nous allons vers l'abîme. Mais après, il dit autre chose qui me donne de l'espoir. Il dit, mais dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu de l'improbable. Le futur n'est jamais joué. C'est là qu'on peut intervenir aujourd'hui. Et ce futur, il sera lié à la métamorphose de l'humain lui-même. On revient à des questions un peu spiritualistes. Comment l'humain va-t-il changer au fond de lui-même, grandir en humanité, en humilité, comme dit Patrick Vivray, pour revenir à autre chose? Enfin, accepter que notre bien-être est beaucoup plus important qu'un profit financier, bien sûr. Et on parle de démocratie, le bien-être de tous, bien entendu. Conscience de l'humanité planétaire. Et il finit en disant, on est toujours homo faber, on a encore beaucoup homo démens, battons-nous pour devenir homo sapiens.
Muchas gracias por su atención.